D'habitude, quand on observe comment l'industrie du voyage évolue, puis particulièrement le monde des croisières, on a vraiment l'impression d'assister à une espèce de course à l'armement perpétuelle. Oui, c'est clair, une surenchère constante. Exact. C'est toujours, dans le fond, une logique d'accumulation. On ajoute un parc aquatique avec genre 10 glissades de plus, on construit un mur d'escalade plus haut, on va même jusqu'à intégrer une piste de karting. Ben oui, ou des montagnes russes carrément sur le pont supérieur, tu sais. Tellement! Le mot d'ordre, c'est vraiment juste plus gros, plus bruyant, plus stimulant. C'est ce qu'on pourrait appeler l'addition comme seule et unique définition du luxe. Il y a cette croyance qui est vraiment bien ancrée dans l'industrie qui dit que si on offre une abondance chaotique d'options, ben ça équivaut automatiquement à une expérience supérieure. Faut bombarder les gens de choix. Exactement. On les bombarde pour qu'ils aient l'impression d'en avoir pour leur argent. Puis, tu sais, ça fonctionne très bien pour un certain type de tourisme, on s'entend. Mais pour notre exploration d'aujourd'hui, on va complètement à l'envers de cette tendance-là. On va décortiquer une approche qui décide de tout déconstruire. De retirer de superflu, ouais. C'est ça, pour revenir à l'essentiel. C'est une véritable révolution tranquille qui s'opère dans le voyage de luxe, puis c'est documenté dans un article super récent d'avril 2026, écrit par Yvan Junior Blanchette. Un spécialiste chez RIA Voyage, oui. Oui, et l'article s'intitule « Mitsui Ocean Voyages, la nouvelle référence de la croisière de luxe japonaise ». Le matériel de base est une richesse incroyable. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment pas de lire une brochure de vente à voix haute. Ah non, on veut creuser. Notre émission, pour les gens qui nous écoutent puis qui aiment comprendre les mécanismes cachés derrière les grands concepts, c'est de déconstruire l'ingénierie de cette expérience-là. Ouais. On parle quand même du groupe Mitsui, un conglomérat japonais historique avec des moyens, mettons, monumentaux, qui prend une philosophie culturelle ancestrale et la transforme en un modèle d'affaires ultra exclusif. Ça redéfinit complètement notre perception de l'hospitalité de haut niveau. Mais avant même de parler du bateau comme tel, tu sais, de la taille des cabines ou des ports visités, faut absolument qu'on s'attaque au système d'exploitation mentale, si on veut. Le logiciel qui fait tourner la machine. Exact. Parce que si on comprend pas ça, on comprendra absolument rien au reste du modèle. L'article met vraiment de l'avant un concept central qui s'appelle l'omotenashi. Oui, l'omotenashi. Et c'est vraiment le point de bascule de toute l'analyse. Il faut faire super attention de ne pas tomber dans les comparaisons faciles, par contre. Comme quoi, mettons? L'omotenashi, c'est pas juste la version japonaise du bon service à la clientèle qu'on connaît en Amérique du Nord. C'est pas le fait d'avoir un employé qui te sourit de toutes ses dents puis qui te récite un manuel d'accueil avec un ton hyper enjoué. Le fameux « Bonjour, mon nom est Intel, puis je serai votre serveur ce soir ». Exactement ça. L'auteur fait une distinction chirurgicale qui résume tout. C'est la différence entre le fait d'être servi et celui d'être pris en charge. C'est l'art d'anticiper les besoins avant même qu'ils soient exprimés. Tu sais, pour y manger la patente, j'y pensais en lisant l'article, c'est un peu comme la différence entre un vieux calorifère puis un thermostat intelligent de dernière génération. Ah, j'aime l'image. Vas-y. Le vieux calorifère, faut toujours s'en occuper. S'il fait trop froid, on l'augmente. Après ça, on entend les tuyaux craquer, là, on a trop chaud, fait qu'on doit le baisser. On passe notre temps à gérer l'appareil pour être confortable. C'est très réactif. Voilà. Ça, c'est le service standard. On demande, le staff réagit. Mais le thermostat intelligent, lui, il apprend nos habitudes. Il détecte qu'il fait plus frais dehors, puis il ajuste doucement la température de la pièce, avant même qu'on réalise qu'on a un frisson. Le motonashi, si j'ai bien saisi, c'est cette intelligence d'anticipation-là. Mais appliqué aux relations humaines. Exact, avec une chaleur authentique. L'analogie est particulièrement juste parce qu'elle touche direct à la notion de friction. L'omotenashi, ça vise à retirer toute friction cognitive pour l'invité. Les préférences culinaires, la façon dont on prend son café le matin, le côté du lit qu'on préfère, tout ça est assimilé. Et exécuté de façon fluide. C'est ça. Et ce qui est crucial, c'est que ça doit jamais être performatif. Pas de gros show. Aucunement. Il n'y a pas de majordome qui fait une grande annonce pompeuse pour dire « Regardez comme j'ai bien mémorisé votre commande ». L'excellence se doit d'être complètement invisible. Mais attends une minute, je t'arrête là-dessus parce que j'ai une question. Ouais, attendez. C'est bien beau l'anticipation en théorie, mais logistiquement parlant, comment on fait pour pas tomber dans la surveillance Ravel? Le flicage. Quelqu'un ou des Occidentaux habitués à un luxe très explicite, où on aime bien avoir notre petite bulle, si un équipage entier anticipe le moindre de nos mouvements, est-ce que ça devient pas un peu étouffant? C'est le piège évident. Fait que comment ils peuvent accomplir ce niveau d'observation-là sans avoir l'air de nous espionner en permanence? C'est là que l'exécution devient vraiment un art.
Blanchette explique dans l'article que la clé réside dans l'harmonie puis la discrétion. Mécaniquement, c'est pas un seul employé qui suit quelqu'un à la trace. OK, heureusement. C'est plutôt un écosystème de communication interne extrêmement fluide entre les départements du navire. Fait que si un passager quitte sa cabine pour aller au restaurant, les formations circulent silencieusement. Ah, je vois. Le personnel observe avec une vision périphérique, pas en dévisageant les gens. Au lieu d'être une présence intrusive, c'est décrit comme une présence bienveillante. D'ailleurs, l'article souligne qu'une fois qu'on expérimente cette fluidité-là, le luxe tapageur et hyper sollicitant nous paraît soudainement super lourd. Vraiment fatigant, ouais. Mais justement, cette fluidité systémique dont tu parles, ça soulève un méchant problème de logistique mathématique. Les chiffres balancent plus. Ben non, tu peux pas avoir ces niveaux de communication interne silencieuse puis d'attention périphérique-là avec genre 5000 passagers sur un paquebot de 20 étages. C'est juste impossible. Impossible. Et ça nous amène au deuxième point crucial, au choix architectural le plus radical de Mitsui avec son navire amiral, le Mitsui Ocean Fuji. Tout leur concept repose sur un chiffre en particulier. Le chiffre magique, c'est 450. 450 passagers. On parle d'une capacité maximale d'environ 450 passagers. Pour réaliser à quel point c'est à contre-courant, il faut vraiment regarder les standards de l'industrie de masse aujourd'hui. Les grands navires de croisière transportent couramment de 3 000 à 7 000 passagers. C'est des villes flottantes. C'est ça. On parle d'un ratio de 1 à 10, voire de 1 à 15 par rapport à Mitsui. On parle de l'équivalent d'un gros stade de hockey à un petit théâtre de quartier intimiste. C'est le jour puis la nuit. Et cette contrainte de taille-là, c'est pas un accident de parcours, c'est une nécessité fonctionnelle absolue pour appliquer l'omotenashi. Sur le plan des opérations pures, mettons, quand on a juste 450 personnes à bord, les files d'attente disparaissent complètement. C'est vrai que l'embarquement, d'habitude, c'est l'enfer. Exact. L'embarquement et des débarquements, c'est plus des exercices de gestion de crise. Puis dans les restaurants, les cuisines n'ont pas besoin de faire tourner les tableaux 3 fois par soirée pour rentabiliser l'espace. Le ratio entre les membres d'équipage puis les passagers devient presque du 1 pour 1. Wow! Mais surtout, cette taille dicte la géographie même du voyage. Un bateau de cette dimension-là peut se faufiler dans des baies isolées. Il peut accoster dans des ports minuscules. Oui, des endroits physiquement inaccessibles aux méga-navires. Ça change carrément l'ADN des itinéraires. OK, mais je vais me faire l'avocate du diable 2 secondes. Vas-y. Si on réduit la taille à ce point-là, on perd inévitablement les infrastructures massives. Sans le casino géant, sans les spectacles à grand déploiement à la Broadway, sans cette espèce de stimulation perpétuelle. Est-ce que Mitsui prend pas le risque d'offrir une expérience qui frôle l'ennui, René? C'est une crainte légitime. T'sais, on s'entend que passer 2 semaines en mer sans gros divertissement pour bien du monde, ça peut paraître extrêmement long. Sauf qu'il faut complètement changer de paradigme sur notre définition du divertissement. Sur un méga-navire, on gère l'ennui par l'adrénaline puis la largeur des distractions. On zappe d'une activité à l'autre sans arrêt. Ouais, du mur d'escalade au buffet, au casino. L'analyse de notre source démontre que chez Mitsui, on remplace la largeur par la profondeur. L'absence de bruit constant puis de foule, c'est pas vu comme un vide effrayant qu'il faut absolument combler avec un fond sonore ou des animations intenses. C'est un choix de design. Exactement. Ce vide-là est conçu intentionnellement comme un espace mental, une retraite paisible. C'est l'idée que pour vraiment absorber une culture ou simplement décompresser, il faut d'abord éliminer le bruit de fond. Ce qui fait que l'attention des passagers se déplace vers d'autres aspects de la vie à bord. Puis, si les méga-productions théâtrales sont plus le centre d'attention, il y a un autre domaine qui prend toute la place. La gastronomie. Voilà. Un domaine où les compagnies traditionnelles, même celles dites de luxe, finissent par plafonner simplement à cause de la loi des grands nombres. Nourrir 5000 personnes 3 fois par jour, c'est de l'ingénierie industrielle. C'est de l'assemblage. Alors que nourrir 450 personnes, ça laisse de la place à l'or. Et sur le Mitsui Ocean Fuji, c'est notre 3e point clé, l'assiette devient presque la scène de spectacle principale. C'est le différenciateur matériel le plus marquant mentionné dans l'article. La nourriture, c'est plus traité comme une fonction utilitaire ou genre une simple pause entre 2 visites. C'est présenté comme une véritable narration culturelle. C'est un événement en soi. Absolument. Le navire propose des formats qui sont impossibles à mettre à l'échelle industrielle. Par exemple, ils offrent des véritables expériences de sushi omakase. Puis le format omakase, juste pour être clair pour ceux qui sont moins familiers, c'est le concept de remettre son destin entièrement entre les mains du chef sans aucun menu fixe.
C'est exactement ça. Le maître sushi lit la salle, évalue les ingrédients hyper frais arrivés le matin même, puis il crée une progression de plats en temps réel. C'est un dialogue silencieux entre le chef puis le convive. Wow, OK! Et on y retrouve aussi le format kaiseki. Ça, c'est l'expression la plus pure de la haute gastronomie japonaise traditionnelle. C'est un repas à multiples services, extrêmement codifié, qui célèbre la micro-saisonnalité, l'harmonie des textures, des couleurs. Les assiettes qui matchent la saison? Oui, tout à fait. Mais le véritable coup de force de Mitsui, c'est d'avoir intégré le chef Kiyomi Mikuni à la conception de l'expérience culinaire. Ah, Mikuni! C'est une légende vivante au Japon, non? Une figure incontournable, oui. Il a passé sa vie à développer une approche qu'il appelle « japonisée ». C'est une fusion extrêmement complexe entre les techniques classiques de la grande cuisine française puis la pureté des ingrédients et de l'esthétique japonaise. Fait que c'est pas juste un buffet amélioré. Vraiment pas. Le fait qu'il supervise l'offre culinaire s'indique qu'on cherche pas simplement à faire de la bonne nourriture de bateau. On vise un niveau de restauration étoilé en pleine mer. Mais c'est là que j'ai un autre petit accrochage. Ah! Ben, pour quelqu'un qui adore bien manger, tu sais, mais qui n'a pas nécessairement les codes complexes de la culture japonaise, se retrouver devant un maître sushi silencieux pour un omakase ou devoir décoder la symbolique d'un repas kaiseki, ça peut être profondément intimidant. Oui, le syndrome de l'imposteur au resto. Exact. On est très loin du buffet réconfortant où on prend ce qu'on veut quand on veut. Comment ils évitent que cette haute gastronomie-là devienne un exercice aliénant pour un passager moyen? Je sais pas, moi, je serais peut-être gênée de faire une gaffe. C'est un super bon point parce que l'intimidation culturelle, c'est un frein bien réel. Puis c'est là que la boucle se boucle avec le motanashi. Ah, tout se tient. Ouais. Le rôle du personnel de salle dans ce contexte-là, c'est surtout pas d'être des gardiens du temple qui jugent le manque de connaissances des invités. Ils agissent comme des ponts culturels. Des vulgarisateurs, dans le fond. Exact. L'article précise que l'équipe est formée pour accompagner le palais, pour démystifier les plats, sans aucune condescendance. Ça, c'est important. Ils décodent l'expérience. Ils expliquent pourquoi tel poisson est servi avec tel agrume spécifique de la saison, comment aborder le plat. L'objectif, c'est de transformer une situation potentiellement intimidante en une découverte fascinante. Fait que le repas est déjà une immersion culturelle totale. Mais si le navire se donne autant de mal pour offrir une authenticité de même à bord, au moment du souper, ce serait complètement illogique au moment d'arriver au port, on retombe dans le cliché du tourisme de masse. Ah, le fameux tourisme de débarcadère. Oui, tu sais, le classique spooktuel, on descend en groupe de 50, on suit un guide qui lève un petit parapluie jaune, puis on a gros max 20 minutes pour acheter un aimant de frigo fabriqué en Chine avant de remonter dans l'autobus climatisé. L'horreur. Passager frappe à nouveau. L'auteur fait une différence hyper claire entre faire du tourisme de surface et aller chercher de la véritable compréhension. Et la mécanique derrière cette différence-là est purement logistique, encore une fois. Mitsui utilise la petite taille de ses groupes pour accéder à des sphères de la société japonaise qui sont carrément hermétiques au tourisme de volume. C'est logique? L'article décrit des expériences à terre qui relèvent de la rencontre intime plutôt que de l'excursion standard. On parle de visites dans de véritables brasseries de saké traditionnelles. Pas les centres d'interprétation pour touristes, là, les vrais lieux de production centenaires. Ouais, on mentionnait même des rencontres privées avec des maîtres laqueurs, des tisserands. Des céramistes qui transmettent un savoir-faire générationnel, des sessions avec des maîtres de cultivation de bonsaï ou de vraies cérémonies du thé. Dans les règles de l'art. C'est fou parce que c'est vraiment l'analogie de la différence entre lire la page Wikipédia d'un monument historique avec ses dates puis ses dimensions versus s'asseoir pour prendre un café avec l'architecte qui a conçu le bâtiment. Oh, j'adore cette image-là. Ben, l'information factuelle est peut-être la même, mais la texture, la résonance émotionnelle de l'expérience, c'est à des années-lumière. Mais la vraie question, c'est pourquoi les autres grandes marques de luxe occidentales n'arrivent pas à offrir ça? Parce qu'on peut pas tendre la physique. La physique. Ouais. Peu importe le budget faramineux de la compagnie, tu peux physiquement pas faire entrer 1500 touristes dans la cour intérieure d'un maître bonsaï. Ah ben c'est clair. Ou dans les corridors étroits d'une distillerie de saké qui a 400 ans. Ces lieux-là ont ni la volonté ni l'infrastructure pour absorber des volumes de même. Fait que les méga navires sont prisonniers de leur propre taille. Exactement. Ils sont forcés de se rabattre sur des attractions souvent artificielles, capables d'avaler un flux massif de visiteurs à l'heure, ce qui détruit instantanément l'authenticité. Mitsui a compris que l'accès exclusif, c'est la vraie monnaie d'échange du luxe moderne.
Ce qui nous dessine un portrait extrêmement clair du modèle d'affaires de Mitsui, puis c'est notre 5e et dernier grand point, le positionnement stratégique. En choisissant délibérément un navire de 450 places avec une nourriture exigeante, des excursions studieuses, puis une ambiance super calme, ils font un choix stratégique d'exclusion. Oui, un tri à la source. Ils cherchent pas pantoute à plaire au public. C'est un luxe qui se définit presque autant parce qu'ils rejettent que parce qu'ils offrent. Et le positionnement décrit par Yvan Junior Blanchette est sans équivoque là-dessus. Mitsui cible une clientèle hyper pointue, des croisiéristes expérimentés qui ont déjà vu le monde à travers le prisme du luxe occidental, des passionnés profonds du Japon, puis des couples qui valorisent leur raffinement intellectuel. C'est littéralement l'antithèse absolue des vacances familiales bruyantes ou des croisières festives. Ils ont choisi leur couloir puis ils l'occupent à 100%. Pleinement. Mais au-delà de la philosophie, il y a la question financière et tarifaire qui est fascinante. L'article aborde leur modèle tout inclus. Puis on sait comment ça se passe d'habitude dans l'industrie. Tu sais, le terme « tout inclus » a le dos très, très large. Très large. Souvent, la compagnie annonce un prix de base qui semble couvrir l'essentiel, mais la minute où tu veux une expérience qui sort de l'ordinaire, bang, le compteur se met à tourner. C'est ce qu'on appelle dans le milieu la fatigue transactionnelle. Sur beaucoup de navires dits de luxe, il y a des suppléments constants. Tu veux manger au resto de spécialité? Supplément. Tu veux un vin d'un millésime supérieur? Sors ta carte de crédit. Tu veux participer à une excursion en petit groupe au lieu de l'autobus de 50 personnes? C'est facturé en surplus. Psychologiquement, ça rappelle constamment aux passagers qu'il est dans une relation purement commerciale. Fait que le grand tour de force de Mitsui, c'est d'offrir un vrai tout inclus, sans compromis. L'absence de ces microtransactions-là est vitale pour maintenir l'illusion de l'omotenashi. Pensez si un serveur passe son temps à te faire signer des petits reçus de 15 piastres pour un cocktail, la magie de l'hospitalité invisible s'effondre tout de suite. C'est sûr que ça pète l'ambiance. C'est super logique. Blanchette fait d'ailleurs un exercice de comparaison bien intéressant dans son texte pour positionner Mitsui face aux géants du luxe existants, comme Regent, Silversea ou Seabourn. Comment Mitsui se mesure à ces poids lourds-là? La comparaison est pertinente pour bien comprendre le créneau unique de Mitsui. Regent, par exemple, offre un luxe très universel, presque américain dans son exubérance. Avec une portée mondiale. Ouais. Silversea, eux, s'en rapprochent un peu plus au niveau de l'intimité, surtout avec leurs navires d'expédition, mais la matrice de leur hospitalité reste très européenne, très occidentale. Puis Seabourn. Seabourn est hyper reconnu pour son élégance, c'est vrai, mais il manque cette intégration culturelle profonde-là, puis une collaboration culinaire du niveau de Mikuni. L'article résume d'une façon brillante, je trouve. Les concurrents occidentaux vendent un confort raffiné, alors que Mitsui vend un sens raffiné. Ah, j'aime ça! C'est plus juste du confort, c'est une immersion identitaire. Mais stratégiquement parlant, la question se pose pareil, hein? Dans un marché dominé par des conglomérats qui font des milliards en attirant les masses, est-ce qu'une compagnie peut vraiment survivre? Puis surtout générer du profit en tournant le dos de façon aussi catégorique à la majorité des vacanciers. En refusant le volume, tu veux dire? Ouais, en refusant les familles nombreuses, l'énergie de la fête, le marché des jeunes. La réponse est un oui catégorique, puis la littérature sur l'économie du luxe le confirme depuis longtemps. Dans le segment de l'ultraluxe, essayer d'être moyennement intéressant pour plaire à tout le monde, c'est la recette parfaite pour devenir complètement remplaçable. Tu deviens banal. Exact. L'hyperspécialisation, le fait d'assumer une identité hyper distincte, voire clivante, c'est beaucoup plus rentable. En créant un produit d'une pureté absolue, Ouais. Mitsui s'assure une loyauté féroce de sa clientèle. Puis la compétition disparaît. Voilà. Le passager qui recherche ce niveau de tranquillité japonaise-là va pas se mettre à comparer le prix de Mitsui avec celui d'une croisière de masse aux Caraïbes. Mitsui opère dans une catégorie où, honnêtement, ils sont pratiquement seuls. Fait que ce qui est fascinant quand on prend un petit peu de recul sur toute cette analyse-là, c'est de réaliser que le Mitsui Ocean Fuji, finalement, c'est qu'un prétexte. C'est pas juste un moyen de transport pour aller d'un point A à un point B. Non, c'est une destination en soi. C'est un microcosme de la culture japonaise, genre une bulle préservée qui flotte sur l'océan. Que ce soit à travers l'anticipation invisible de l'omotenashi, la terre restreinte de 450 passagers qui rend ça possible, la gastronomie de haute voltige ou le refus des microtransactions,
C'est une vraie masterclass de design d'expérience. C'est pour cette raison précise que des conseillers en voyage comme Yvan Junior-Blanchette prennent la peine d'analyser ces produits-là en profondeur. Faut savoir l'expliquer. Aussi exceptionnel soit-il et jumelé avec le bon profil de voyageur. Tout à fait. Et pour clore notre réflexion d'aujourd'hui, j'aimerais lancer une idée à tous ceux qui nous écoutent. Une réflexion qui sort complètement du cadre de l'industrie maritime. Je t'écoute. On a passé un super bon moment à décortiquer la philosophie de l'omotenashi, ce refus de la transaction constante, cette idée d'anticiper les besoins sans rien exiger en retour et surtout faire la différence entre le simple fait d'être servi et la grâce d'être pris en charge. Ouais. Ou même nos institutions publiques, pensez au système de santé, aux agences gouvernementales, décidaient de restructurer leurs opérations autour de cette idée-là. Ah, ça serait une révolution. Clairement, si on arrêtait de concevoir nos systèmes juste pour traiter des volumes de plaintes ou des piles de formulaires, puis qu'on les repensait pour vraiment anticiper puis honorer l'individu, ce serait plus juste une question de voyage de luxe. Rendu là, ce serait une refonte totale de la façon dont on conçoit notre rapport aux autres. C'est une méchante belle réflexion. Je laisse ça mijoter. C'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Puis on se retrouve très bientôt pour une autre plongée au cœur de nos sources.